Une petite vidéo pour s'intéresser ici au problème du Japon. Après avoir étudié les États-Unis, première puissance mondiale, il convient ici de s'intéresser au Japon, troisième puissance mondiale aujourd'hui. Troisième puissance mondiale, mais cela depuis très récemment, puisque jusqu'à il y a quelques mois, le Japon était la deuxième puissance mondiale, jusqu'à ce que la Chine lui passe devant, donc il y a cela quelques mois seulement. Le problème du Japon est de se poser la question de savoir comment un pays complètement détruit en 1945, qui a subi, comme on le voit ici sur la photographie, les tirs de 2 bombes nucléaires à Hiroshima le 6 août 1945 et à Nagasaki le 9 août 1945, et bien comment ce Japon détruit également par les bombardements comme celui de Tokyo de 1945 qui fait plusieurs dizaines de milliers de morts, et bien comment ce Japon est devenu très rapidement, au début des années 80, la deuxième puissance mondiale, et même une puissance qui à un certain moment rivalisa directement avec les États-Unis et menaça même les États-Unis de perdre leur première place dans le rang mondial des puissances économiques. Ce Japon donc complètement détruit en 1945, rayé de la carte, qui plus est occupé par les États-Unis, et bien comment ce Japon est-il parvenu à devenir aujourd'hui un pays particulièrement moderne, symbole des hautes technologies, symbole de l'innovation, un pays donc qui aujourd'hui est à la pointe au sein de la mondialisation. Alors pour comprendre cela, il faut d'abord s'intéresser aux particularités du territoire japonais. Et tout d'abord un territoire qui est contraignant, c'est-à-dire qui subit plusieurs contraintes. Tout d'abord, le Japon a la particularité, contrairement aux États-Unis, qui je rappelle font 17 fois la France, eh bien le Japon a la particularité d'avoir un territoire particulièrement exigu, c'est-à-dire de petite taille. Ainsi, si l'on observe une carte du Japon, on se rend compte que ce territoire est d'abord un ensemble d'îles, c'est-à-dire un archipel. 4 îles principales, Hokkaido, Honshu, la plus grande, Shikoku et Kyushu, et ensuite une multitude de petites îles, dans un nombre de 6800, ce qui est particulièrement énorme, qui composent ce territoire. D'autre part, si l'on regarde bien la carte, on se rend compte que c'est un territoire particulièrement étiré du nord au sud. Le Japon fait en effet 2500 km du nord au sud, alors que d'est en ouest, c'est un territoire d'à peine plus de 100 km de large. Donc au final, un territoire qui est peu propice à l'établissement d'une grande puissance. En effet, ce territoire possède peu d'espace propice au développement de l'agriculture, de l'industrie, au développement des grandes villes, et donc ce territoire particulièrement contraignant pose un problème au développement d'une grande puissance. D'autre part, ce territoire qu'est le Japon a la particularité de se trouver dans des zones de risque, c'est-à-dire qu'on retrouve au Japon une multitude de volcans actifs. D'autre part, le Japon se trouve dans une zone de séisme particulièrement important. Ainsi, nous avons pu remarquer en 2011 le séisme qui a entraîné le tsunami qui ravagea le nord-est du Japon et entraîna la catastrophe de Fukushima dont nous parlerons plus tard. Donc le Japon a plusieurs contraintes. Non seulement un territoire étiré du nord au sud, très peu large, mais en plus un territoire qui est menacé par des risques particulièrement importants. Tremblements de terre, volcanisme, tsunami, mais également les cyclones, qu'on appelle les typhons au Japon, qui chaque année peuvent ravager le territoire japonais. Donc un territoire qui semble à la base peu propice. Un territoire donc qui accueille une population de 130 millions d'habitants. 130 millions d'habitants qui doivent se concentrer sur les rares plaines du Japon. En effet, le Japon est constitué à 75% de montagnes. Or, la religion japonaise, le shintoïsme, dit que ces montagnes sont des espaces sacrés, qu'il ne faut pas occuper et qu'il faut laisser à la nature. Ainsi, les 130 millions de Japonais sont obligés de se concentrer sur les 25% de plaines restantes, ce qui entraîne d'importantes densités de population et une cohabitation forcée entre les activités agricoles, industrielles, les grandes villes, ce qui peut entraîner des problèmes de pollution notamment donc au Japon. Donc de très fortes densités que l'on peut voir ici sur cette photographie d'un passage piéton dans un centre particulièrement fréquenté de Tokyo, ou bien des fortes densités que l'on peut voir sur cette photographie aérienne, où nous pouvons observer la superposition des espaces de logement, des espaces résidentiels et des espaces de circulation comme ces voies de transport qui traversent la ville de Tokyo. Des fortes densités que l'on peut également observer à travers cette photographie particulièrement édifiante d'un parc aquatique japonais où
se concentrent des milliers de personnes, donnant l'impression d'une fourmilière ou bien d'une ruche, c'est-à-dire donc d'une concentration de population particulièrement importante. Ainsi, on retrouve dans certains espaces de Tokyo, dans la plaine du Kanto, la plaine de Tokyo, des densités de population de 1500 habitants au kilomètre carré particulièrement fortes. D'ailleurs, la densité moyenne du Japon est de 330 habitants au kilomètre carré, soit 3 fois plus que la densité de population française. Alors je rappelle que les montagnes japonaises sont inoccupées par les populations. De très fortes densités qui obligent les Japonais à s'adapter. Alors ici c'est un exemple qui peut paraître un peu caricatural, mais qui est une réalité, qui sont ces hôtels où l'on loue non pas des chambres, mais des capsules. Pour faire face au manque de place dans les très grandes villes, manque de place qui entraîne un prix des logements particulièrement important, eh bien se sont développés des hôtels où l'on loue donc des lits, des capsules, plutôt que des chambres. Ici, on voit une autre image avec une personne donc, qui a loué une chambre, donc c'est-à-dire un lit dans un petit espace, une espèce de dortoir finalement avec des espaces mi-clos pour accueillir des populations. Alors cet exemple peut paraître un petit peu caricatural, mais est une réalité malgré tout au Japon. Dans les très grandes villes japonaises, face au manque de place, eh bien on a dû inventer de nouvelles façons de vivre, mais aussi de nouvelles façons de se déplacer. Ainsi à Tokyo, a-t-on construit des autoroutes en hauteur, sur des formes d'aqueducs, ou bien des autoroutes souterraines, et même des espaces de vie souterrains, centres commerciaux, centres résidentiels, sur plusieurs niveaux en profondeur, pour pouvoir pallier ce manque d'espace que l'on rencontre au Japon. D'autre part, un autre exemple de ce manque d'espace fut la construction de terre-pleins. Les Japonais, ne pouvant occuper les montagnes à cause de leur religion, ont dû gagner de l'espace sur la mer. Et c'est ainsi que les Japonais ont créé de toutes pièces des territoires gagnés sur la mer. Ce sont ces terre-pleins, donc aux formes géométriques, qui montrent bien que ce ne sont pas des espaces naturels, mais qui ont été complètement créés par l'homme, comme ici on le voit sur cette photographie de la baie de Tokyo, ces espaces donc géométriques qui ont été gagnés sur la mer et qui ne correspondent pas du tout à la côte naturelle du Japon. S'il a fallu gagner des territoires sur la mer, c'est pour lutter contre ce manque d'espace que l'on rencontre au Japon. Ici par exemple, nous pouvons voir l'aéroport de Tokyo, qui a la particularité d'avoir été bâti entièrement sur un terre-plein, c'est-à-dire un espace fait de béton qui a été gagné sur la mer. Ici donc une autre image où on voit très bien ces terre-pleins donc gagnés sur la mer. Donc les Japonais ont dû inventer, innover pour s'adapter à un territoire hors norme, à un territoire a priori impropre, en tout cas à l'établissement d'une grande puissance. Alors, le Japon étant un territoire de petite taille au niveau terrestre, il s'est tout au long de son histoire développé par rapport à la mer. Et donc ici en petit 2, on peut s'intéresser au rapport qu'entretient le Japon avec la mer. Tout d'abord, si l'on regarde cette carte, on se rend compte en rouge que les plus fortes densités se situent au sud du pays. Pourquoi les Japonais se sont-ils installés prioritairement au sud du pays ? Tout simplement parce que c'est au sud du pays où l'on rencontre les courants marins les plus chauds, les courants marins venant des zones tropicales, c'est-à-dire des zones proches de l'équateur, et donc qui apportent des poissons chaque année et qui permettent de développer la pêche. Ainsi, au Japon, a-t-on une occupation de l'espace complètement réalisée à partir donc de ces éléments climatiques que sont les courants marins. Le sud du Japon est surpeuplé, avec de très fortes densités à Tokyo, à Osaka, à Kyoto, à Nagoya, etc. Tandis que le nord du pays, avec des courants marins venant du pôle Nord, beaucoup plus froids, moins riches en poissons, les côtes du nord ou de l'ouest du Japon connaissent des densités beaucoup moins importantes et sont beaucoup moins peuplées. Donc l'occupation de l'espace au Japon est entièrement réglée en fonction de la mer. Ce qui fait que de tout temps, les Japonais, avec ce faible territoire, ces courants marins qui obligent à s'installer à tel ou tel endroit, le Japon s'est toujours développé en fonction de la mer. D'autre part, comme on le voit sur cette carte, on se rend compte que l'espace possédé par le Japon, l'espace marin possédé par le Japon est bien plus important que l'espace terrestre possédé par ce pays. En jaune, vous pouvez voir, en orange plutôt, vous pouvez voir les territoires qu'on a pu déjà détailler, terrestres possédés par le Japon. Tandis qu'à l'intérieur du trait bleu, on trouve ce qu'on appelle la ZEE, la zone économique exclusive, c'est-à-dire les territoires maritimes sur la mer
possédés par le Japon, les territoires maritimes que seuls les Japonais peuvent exploiter. Ainsi, on se rend compte que le territoire marin du Japon est 12 fois plus important que le territoire terrestre du Japon. Ainsi, les Japonais, avec ces territoires maritimes particulièrement importants, eh bien, se sont de tout temps tournés vers la mer, c'est-à-dire vers les échanges, vers le commerce, mais aussi vers la pêche, en créant une civilisation entièrement tournée vers les produits marins. Ainsi, le Japon est particulièrement connu aujourd'hui pour ses spécialités de poissons, les sushis, les makis, etc. Donc, qui sont des spécialités de poissons crus notamment. Ainsi, il ne vaut mieux pas détester le poisson quand on se rend dans un restaurant japonais. Ici, d'autres images de ces spécialités japonaises qui aujourd'hui font fureur à travers le monde entier. Nous en reparlerons plus tard. Les Japonais ainsi sont de grands pêcheurs et d'ailleurs le Japon produit, ou plutôt pêche 12% du poisson mondial. D'autre part, plus de la moitié des protéines ingérées par les Japonais sont des protéines d'origine marine. Ainsi donc les Japonais se sont toujours développés en fonction de la mer, développant donc une économie liée à la mer, se tournant vers le continent asiatique mais également se tournant pour le commerce, pour la pêche, pour les échanges vers le monde entier. Alors le Japon est aujourd'hui la 3e puissance mondiale. Et il faut se pencher sur les raisons qui ont permis à ce pays, qui possède un territoire particulièrement contraignant, les raisons qui ont permis à ce pays, donc détruit en 1945, de renaître et de créer une véritable puissance industrielle qui a permis au Japon d'être la 2e puissance mondiale, puis aujourd'hui la 3e puissance mondiale. Tout d'abord, revenons au niveau historique. En 1945, donc, les Japonais alliés d'Hitler sont finalement battus par les Américains. Ici, nous voyons les GIs, les soldats américains, en train de hisser le drapeau américain sur une île japonaise. Les Japonais donc, sont battus par les Américains. Les Américains, à partir de là, vont forcer les Japonais à capituler suite à l'envoi de 2 bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Et le 2 septembre 1945, le Japon capitule, se rend. À partir de là, les Américains vont occuper le territoire japonais. Et au lieu d'écraser les Japonais sous le poids de cette occupation, les Américains vont décider d'aider les Japonais. Et dans le contexte de la guerre froide, les Américains vont tout faire pour que le Japon ne devienne pas communiste. Ainsi, comme nous avons pu le voir dans le chapitre sur la guerre froide, les Américains vont aider le Japon à se reconstruire, créant l'équivalent d'un plan Marshall pour ces Japonais. Ainsi, aujourd'hui encore, on retrouve beaucoup de traces de l'occupation américaine au Japon, et il n'est pas aberrant de constater qu'un des sports nationaux japonais aujourd'hui est le baseball, un sport pourtant qui paraît 100% américain, mais que les Américains ont apporté au Japon suite à l'occupation de ce pays par leurs troupes à partir de 1945. Alors, comment le Japon va-t-il faire pour se reconstruire ? Tout va se jouer autour d'une stratégie industrielle. Les Japonais vont tout d'abord développer leur industrie à partir de 1945 autour du textile. Puis, rencontrant un grand succès dans l'industrie textile, ils vont peu à peu développer l'industrie de l'acier, l'industrie des produits technologiques de bas de gamme, puis les domaines technologiques plus élevés tels que la vidéo ou bien la haute technologie telle que l'on connaît aujourd'hui. En fait, les Japonais vont essayer au fur et à mesure de développer une industrie en progrès qui innove, qui invente, qui recherche jusqu'à devenir aujourd'hui une industrie de haute technologie. Donc, les Japonais vont pouvoir compter à partir de 1945 sur une main-d'œuvre, c'est-à-dire sur des ouvriers, des travailleurs particulièrement disciplinés, particulièrement travailleurs. Ainsi, aujourd'hui encore, en 2012, il n'est pas rare de voir des Japonais travailler 60 à 70 heures par semaine pour un salaire, certes, important, mais qui par rapport au nombre d'heures de travail n'est pas si fort que cela. Donc des Japonais qui dès le départ ont un sens de la discipline, un sens de la rigueur et un sens du travail particulièrement important. Ainsi les Japonais placent souvent le travail au cœur de leur vie. Le travail passe avant tout et un bon Japonais doit réussir dans son travail pour ensuite réussir dans sa vie familiale ou dans sa vie personnelle. Ainsi dès leur plus jeune âge, les Japonais sont familiarisés avec ce rapport au travail qui va faire des Japonais des travailleurs particulièrement efficaces, rigoureux et particulièrement habiles. D'autant plus que le système éducatif japonais fait que un important nombre de diplômés sortent chaque année des universités japonaises.
Pour revenir sur cette mentalité particulière des Japonais, eh bien aujourd'hui, il n'est pas rare, alors que les Japonais disposent de 3 semaines de congés par an, eh bien, de voir des Japonais qui ne prennent pas leurs vacances, parce que c'est mal vu, parce que le travail passe avant tout, et que si on est un bon travailleur japonais, eh bien, on doit montrer que la famille, la vie personnelle n'est pas l'essentiel, mais que l'entreprise est au cœur de tout. Eh bien, cette mentalité particulière, très différente de la mentalité européenne, eh bien, va permettre au Japon de renaître, de recréer une industrie particulièrement performante et efficace très rapidement. Et au début des années 80, eh bien, les Japonais sont redevenus une énorme puissance industrielle, la deuxième puissance industrielle mondiale, juste derrière les États-Unis. Le Japon est donc marqué par ce rapport au travail particulièrement fort. Peu à peu, les Japonais vont se tourner vers les industries de haute technologie et vont sans cesse chercher à innover, à inventer. Ici, l'on peut voir avec la robotique, donc l'intelligence artificielle, la miniaturisation des composants électroniques, l'informatique. Bref, tous ces secteurs d'activité vont être des secteurs d'activité dominés par les Japonais depuis les années 1980. De grandes entreprises vont ainsi se développer, des grandes entreprises qu'on appelle au Japon les keiretsu, donc des grandes entreprises qui vont être en quelque sorte les représentants de la réussite japonaise. Sony, par exemple, l'entreprise de haute technologie, bien connue pour les consoles, pour les télévisions, pour les supports d'enregistrement DVD ou autres, eh bien Sony est un de ces keiretsu, de ces grandes entreprises qui sont les symboles de la réussite japonaise. On peut citer également Toshiba, dans le domaine de l'informatique ou de l'électronique. Ou encore Nintendo, ici plus anecdotiquement pour ce qui concerne les consoles. Mitsubishi, une des plus grandes entreprises japonaises, un des plus grands keiretsu japonais, qui fabrique à la fois des pièces pour l'industrie, des pièces pour l'automobile, qui a sa propre marque automobile, ou également qui produit donc de nombreux composants informatiques, composants électroniques, pour des produits que l'on rencontre dans notre vie quotidienne. On peut enfin également parler de l'industrie automobile japonaise, particulièrement importante, comme Toyota, numéro 1 mondial de l'automobile, qui est une entreprise vraiment qui s'est développée à vitesse grand V au cours des 20 dernières années, jusqu'à devenir donc le leader automobile dépassant les entreprises automobiles américaines. Mais le Japon, c'est aussi une culture qui s'est peu à peu exportée. Par exemple, les mangas, donc cet art particulier de dessin animé, de cinéma d'animation ou de bande dessinée à la japonaise, eh bien, vont devenir un symbole du Japon qui s'exporte, de la culture japonaise que l'on rencontre à travers le monde entier. Ainsi, par exemple, Dragon Ball Z ou d'autres mangas que vous connaissez sans doute, eh bien, sont des symboles de cette réussite japonaise et de l'exportation, de la diffusion de la culture japonaise à travers le monde. Ainsi, si le Japon n'est pas tout de même au même niveau que les États-Unis pour la diffusion de sa culture, eh bien, il est un pays qui, aujourd'hui, est rencontré dans nos vies quotidiennes. Le Japon, c'est aussi la gastronomie, la nourriture, l'alimentation, les sushis. Les restaurants japonais sont ainsi présents dans le monde entier et il est possible de manger japonais dans toutes les grandes villes du monde. On pourrait également citer d'autres aspects comme par exemple la mode avec le grand couturier Kenzo qui est un des représentants donc de la culture japonaise. Donc le Japon a réussi très rapidement à se reconstruire, à redevenir une énorme puissance industrielle, une énorme puissance économique et une énorme puissance culturelle. Malgré tout, depuis quelques années, le Japon fait face à la crise. Comme tous les pays du monde, eh bien, la crise économique a gagné le Japon. Et le Japon eh bien, a dû faire face à plusieurs soucis, à plusieurs difficultés, comme nous le représente ce Japonais inquiet devant la bourse de Tokyo, ou bien cet autre Japonais également qui semble triste face aux résultats de l'économie japonaise, puisque depuis quelques années, eh bien, le Japon semble moins performant. Ainsi, le PIB japonais, c'est-à-dire la richesse produite chaque année par le Japon, eh bien, a peu à peu stagné. Sans que le Japon voit sa richesse baisser, eh bien, on se rend compte que le Japon stagne, ne croît plus, n'augmente plus sa richesse de façon aussi importante que c'était le cas auparavant. On se rend compte sur ce graphique qu'entre 1955 et 1990, finalement, le Japon a multiplié par 5 sa richesse produite chaque année, et que depuis 1995, le Japon subit une stagnation, une évolution qui n'est plus vers l'augmentation, mais ça n'augmente ni ne diminue, mais en tout cas on n'a plus d'augmentation du tout. Donc en fait on stagne, il n'y a plus un dynamisme comme ça a existé auparavant. Eh bien
cette crise de l'économie est aussi liée à la crise de la population japonaise. Les Japonais sont certes les individus qui vivent le plus longtemps au monde, qui ont l'espérance de vie la plus élevée au monde, mais cette population eh bien, a tendance à baisser. On rencontre au Japon plus de personnes âgées que de jeunes. Les Japonais font peu d'enfants, ce qui entraîne eh bien, des problèmes de main-d'œuvre, des problèmes de dynamisme. Une population qui devient majoritairement âgée eh bien, n'a plus les mêmes capacités à innover, à inventer qu'une population jeune et dynamique. Ainsi, à la fois, eh bien, la crise économique, mais les problèmes de la population eh bien, ont entraîné le Japon dans une stagnation. Un Japon qui a cessé eh bien, de progresser aussi rapidement qu'auparavant. D'autre part, des catastrophes naturelles eh bien, ont également empêché le Japon de se reconstruire. Le tsunami de 2011, de mars 2011, eh bien, a ravagé le Japon, a entraîné une catastrophe nucléaire à Fukushima, et ces catastrophes naturelles eh bien, n'ont pas permis au Japon de se reconstruire de manière efficace, et au contraire ont endetté le Japon. Le Japon est ainsi un pays aujourd'hui qui est particulièrement endetté, qui est presque en faillite, et donc le Japon connaît la crise depuis quelques années. Ainsi, la catastrophe de Fukushima eh bien, a particulièrement marqué le monde et a montré eh bien, les faiblesses du Japon. Malgré tout, ce Japon eh bien, reste un pays dynamique, un pays qui reste capable eh bien, d'innover, d'inventer, de se redresser, et un pays qui, grâce à sa mentalité particulière, eh bien, cherche toujours à aller de l'avant. Alors, en synthèse, en bilan de cette étude du Japon, eh bien, on peut parler d'un territoire coupé en deux. Et vous aurez donc à compléter cette carte, la carte du Japon. Alors, le Japon, si on regarde cette carte, eh bien, est un pays à la fois au territoire contraignant, au territoire allongé du nord au sud, peu large d'est en ouest, un Japon qui est marqué par les courants marins. Ces courants marins, comme on l'a déjà dit, eh bien, ont entraîné de fortes densités au sud du pays et de faibles densités au nord. Les trois quarts des Japonais se concentrant dans les plaines du sud du pays, dans la mégalopole japonaise, que l'on peut voir ici en rouge, une concentration de population et de densité d'entreprises particulièrement importante, alors que le nord du pays eh bien, semble bien vide de population. Donc un Japon coupé en deux, entre le nord et le sud du pays. Alors les courants marins qui ont incité les Japonais à s'installer au sud du pays, eh bien, ont créé deux côtés particuliers du Japon. D'un côté, le sud et l'est, qu'on appelle le Japon de l'endroit. Donc, c'est-à-dire le Japon positif, le Japon qui réussit, le Japon avec de fortes densités de population, de grandes villes avec la mégalopole. Et de l'autre, au nord et à l'ouest, un Japon de l'envers, un Japon qui est peu peuplé, moins dynamique. Ainsi, faut-il penser à un t-shirt ou à un pull. Si vous l'enfilez à l'endroit, eh bien, il est dans le bon sens, tout va bien. Si vous l'enfilez à l'envers, eh bien, rien ne va. Donc ici, le Japon de l'endroit est le Japon dynamique, positif, qui est le symbole de la croissance, de la richesse du Japon, alors que le Japon de l'envers est beaucoup moins dynamique, beaucoup moins performant. Alors, ces Japonais eh bien, ont dû inventer, innover pour eh bien, compenser ce territoire particulièrement contraignant. Et ils ont ainsi créé des axes de communication particulièrement performants, comme le Shinkansen, le TGV japonais qui relie le Japon du nord au sud quasiment, ont dû créer des ponts, des tunnels pour permettre eh bien, d'unifier ce territoire qui à la base est un archipel, c'est-à-dire un ensemble d'îles, soit un territoire qui n'est pas du tout pratique, qui n'est pas du tout facile à exploiter. Enfin, après avoir vu le cœur du Japon, la mégalopole, Tokyo, 36 millions d'habitants, la plus grande ville du monde, et avoir vu que le Japon avait réussi à unifier son territoire par la construction d'axes de communication, de ponts et de tunnels, et bien sur cette carte, vous avez en vert et en blanc les marges, c'est-à-dire les régions moins dynamiques, moins utilisées, moins performantes. Donc ici, on voit en hachure verte les marges encore relativement positives, c'est-à-dire ces territoires à l'écart de la mégalopole mais qui ont tendance eh bien, à essayer de se développer, tandis qu'on voit en blanc, notamment au nord, du fait du climat, eh bien, des zones complètement en périphérie, peu dynamiques, avec de faibles densités et qui sont particulièrement agricoles. Voilà, donc le Japon est un territoire coupé en deux, un territoire particulier, contraignant, qui a forcé les Japonais, ce peuple particulier, à s'adapter, à adopter une mentalité particulière pour pouvoir eh bien, devenir un grand pays.
Ce Japon, donc un pays fascinant qui aujourd'hui est la troisième puissance mondiale, un pays encore particulièrement riche, particulièrement surprenant, capable d'innover, d'inventer sans cesse, de se développer de nouvelles manières, capable de diffuser une culture riche et particulièrement attractive. Eh bien ce Japon est un pays particulièrement intéressant, troisième puissance mondiale aujourd'hui.